La gauche de rupture a confirmé son statut de troisième force politique du pays. Ce n'est pas suffisant, mais cette campagne a réveillé l'espoir à gauche. On est passé d'une France insoumise qui se contente de crier résistance à une union populaire qui affirme qu'un autre monde est possible. Pour l'emporter, Macron a peu de réserve de voix à sa droite, puisqu'il a déjà aspiré les votes des Républicains. On comprend qu'il a besoin de voix de gauche, et en particulier venant d'électeurs de Mélenchon. Nous jouons à qui veut gagner l'Élysée. Voilà, là, c'est excitant. Alors d'un seul coup, l'extrémiste Mélenchon, qui encourage le fascisme, devient quelqu'un de tout à fait respectable. On a eu quelques différends, mais oublions tout ça. Jean-Luc Mélenchon n'a pas vocation, personnellement, à appeler à voter pour un candidat qu'il a toujours combattu. Il faut respecter sa cohérence. À un moment donné, on regarde quelles sont les valeurs communes, celles de la République et de la démocratie. Et Jean-Luc Mélenchon, en disant clairement les choses, a clairement donné la direction de la République et de la démocratie face à l'extrême droite. Pour mémoire, en 2017, on annonçait un report de voix mélenchonistes vers Le Pen pour le deuxième tour, proche de 20%. Le chiffre final n'est que de 7%. Mélenchon connaît bien le niveau de détestation que provoque Macron chez ses électeurs et chez tous ceux qui ont subi ses politiques. Je connais votre colère, mes compatriotes. Vous tous dont j'ai parlé il y a quelques instants, je connais votre colère. Ne vous abandonnez pas à ce qu'elles viennent à vous faire commettre des erreurs qui seraient définitivement irréparables. Ils sont capables de savoir quoi faire. Ils sont capables de décider ce qui est bon pour le pays. Jamais nous ne perdrons notre confiance dans la démocratie. Donc, vous ne devez pas donner une voix à Madame Le Pen. Le comportement de Jean-Luc Mélenchon a été pour moi une source de grand étonnement. Pourquoi ? Parce que, tout simplement parce qu'il a été plus dur il y a 5 ans face à un Emmanuel Macron virtuel qu'il ne l'a été en réalité dimanche soir face à un Emmanuel Macron réel, c'est-à-dire après 5 ans. Elle a raison sur un point, c'est que les gens ont fait l'expérience économique, sociale et même physique du macronisme, et veulent logiquement à tout prix que ça ne recommence pas, quitte à adopter comme principe de choix le « tout sauf Macron ». Il y a 5 ans, à la rigueur, on pouvait encore croire à ces histoires, mais maintenant, nous savons, et Macron n'inspire que le dégoût. Mais en plus de ce passif, nous sommes avertis des futurs projets de Macron. Conditionnalité du RSA, introduction de la rémunération variable des enseignants, et bien sûr retraite à 65 ans qu'il essaye laborieusement de diluer dans de la communication. Un départ à 64 ans au lieu de 65. Le président fait marche arrière, la gauche dans le rétroviseur. Si il n'y a pas d'accord là-dessus et que je sens que ça crispe trop, je suis prêt à avoir des clauses de revoyure plus tôt pour dire on s'arrête avant et les gens auront à redécider. En fait, il a absolument besoin de cette mesure, parce que c'est une clé de financement de tout le reste de son projet. Alors si vous ajoutez à cela le MEDEF et Sarkozy, l'électeur insoumis devient fou. Il devient fou. C'est alors le rôle du leader de lui remettre les idées en place. Ne commettons pas l'erreur de nous fourvoyer à peine entrés sur le chemin. Nous savons pour qui nous ne voterons jamais. Chacun se retrouve comme face à 2 verres. L'un contient une boisson dégueulasse dont on a déjà goûté, et dont personne ne veut reboire le contenu. Et du coup, certains se disent, peut-être qu'on devrait boire du deuxième. Ça peut pas être pire. Mélenchon va faire comprendre à ceux qui lui font confiance qu'en fait, on sait ce qu'il y a dans ce deuxième verre. On sait que cette boisson, non contente d'être également dégueulasse, est aussi empoisonnée. On le sait par l'histoire des mouvements dont est issu le Rassemblement national, on sait ce qu'ils font au plan municipal, on sait ce que font leurs alliés dans le monde, et on sait quel genre de groupuscules sont liés à ce parti. De plus, son programme, qu'on a fini par qualifier de social, n'est en fait que cosmétique, comme le rappelle François Ruffin. Parce que là, elle se présente en les petits contre les gros, et je vais défendre les petits parce qu'elle sent qu'il y a l'électorat de Mélenchon à récupérer. Mais sinon, dans son projet présidentiel, il n'y a pas une seule fois le mot firme, il n'y a pas le mot actionnaire, il n'y a pas le mot bénéfice, il n'y a pas le mot dividende, il n'y a pas le mot profit, et elle fait une page entière sur la fraude sociale. Rien sur la fraude fiscale, rien sur les paradis fiscaux.
Et allons plus loin, derrière ces aspects superficiellement sociaux, son programme poursuit un véritable agenda néolibéral, c'est-à-dire que sa mise en œuvre mettrait en difficulté le financement des solidarités publiques. Tout ce qu'il y a, c'est beaucoup de baisses de prélèvements obligatoires, donc des baisses d'impôts sur le revenu, on permet aux patrons d'augmenter les salaires sans cotisation sociale, encore plus que ce qu'a fait Emmanuel Macron. Et donc en fait, on met dans la main des Français plus de cash pour moins de financement des solidarités collectives. Et donc en fait, on a d'un côté un discours, une musique sociale, et en réalité plutôt un programme néolibéral de baisse des prélèvements obligatoires et donc de définancement des retraites, de la Sécu, de l'hôpital, des services publics en général. Autrement dit, le Rassemblement national ne cherche en rien à s'affronter au capital. Je veux revivifier l'esprit d'entreprise, réhabiliter la valeur travail et réconcilier le travail et le capital par la participation. Elle se contente d'acheter le silence des classes populaires et de les diviser en exploitant xénophobie, racisme ou tensions religieuses. Car son soi-disant projet social pour une partie de la population implique nécessairement de s'attaquer à une autre partie de la population. Sur le RSA, le taux de pauvreté augmenterait sous la présidence de Marine Le Pen très mécaniquement, parce que quasiment un quart du financement de son programme, c'est de couper les prestations sociales aux immigrés ou aux descendants d'immigrés ou aux personnes résidant en France depuis pas assez longtemps. Dès lors, dans une lettre adressée à ses soutiens, le candidat de l'Union populaire insiste. L'un et l'autre ne sont pas équivalents. Marine Le Pen ajoute au projet de maltraitance sociale qu'elle partage avec Emmanuel Macron un ferment dangereux d'exclusion ethnique et religieuse. Il n'a donc aucun mal à dire que l'une est pire que l'autre. Le problème, c'est qu'il est de plus en plus difficile de faire entendre ce point, notamment parce que la Macronie n'a eu de cesse de recourir à ce qu'on appelle le sophisme du pire. Combien de fois les macronistes ont-ils dit, pour minimiser la violence sociale ou la violence tout court, ou pour couvrir leurs atteintes à la démocratie, « Oh, ça va, hein, y a pire ailleurs, ça va, ça reste légal. Hein. » Si la France c'est cela, essayez la dictature et vous verrez. Il devient alors extrêmement difficile de mobiliser la rhétorique du pire pour appeler à faire barrage, parce qu'elle suscite la méfiance chez ceux qui l'ont subi pendant 5 ans. Du reste, le reproche symétriquement inverse pourrait être fait à ceux qui parlaient de fascisme tous les 4 matins, car maintenant nous n'avons plus beaucoup de mots pour qualifier un mouvement qui en est réellement issu, du fascisme. Alors dans la métaphore des 2 boissons, il est toujours possible, pour éviter de boire celle qui est dégueulasse, de n'en boire aucune. Mais dans le contexte de l'élection, la question est de savoir si nous disposons vraiment d'un tel luxe. À la semaine prochaine.